à tous et bienvenue sur le plateau de Télé-Sud à Paris. Il y a des pays qui sont des terres martyrs, qui sont abonnés au malheur, que la fatalité a désigné à la guerre ou à la misère. La fatalité, c'est souvent l'histoire, la géographie ou le poids de traditions qui pèsent très lourd. Ce sont des pays qu'arpentent les journalistes et il arrive que les reporters, se mettent à aimer ces pays. Il y a des reporters qui sont comme ça, mordus d'Haïti, d'autres qui ne se sont jamais trop remis d'être allés au Cambodge ou au Liban. Il y a des amoureux de l'Afghanistan. On va parler de l'Afghanistan qui s'enfonce dans la misère auquel l'Occident tourne désormais le dos. De nouveau, l'Afghanistan reconquis donc par les talibans et qui est une tâche évidemment sur l'honneur militaire au moins des Américains. Jean-Marie Montalier, grand reporter. Bonjour. Il a travaillé dans la presse écrite, dans la presse magazine. Il a été rédacteur en chef. À la télé, il fait des documentaires de longue haleine. Il aime l'aventure. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Il aime l'aventure, la haute montagne, la plongée sous-marine. Et il a couvert des zones de conflit. Vous avez interviewé Radovan Karadzic en Serbie. Vous avez été voir le Mexique du sous-commandant Marcos. Mais surtout, vous êtes allé en Afghanistan et c'est un peu à part dans votre carrière, l'Afghanistan. Est-ce que vous diriez que, quelque part, c'est un peu votre second pays, votre pays de cœur? Mais très franchement, oui, c'est mon pays. C'est un pays... Alors, on aime l'Afghanistan ou on n'aime pas du tout l'Afghanistan. Moi, je suis très amoureux de l'Afghanistan. En préambule, vous disiez que certains pays, des pays souffrent parfois d'une malédiction historique ou géographique ou politique ou religieuse. La particularité de l'Afghanistan, c'est que ce pays souffre de toutes ces malédictions à la fois, qui sont des malédictions géographiques, son emplacement géographique, qui est une vraie malédiction, historique, puisque c'est une terre d'invasion, géographique aussi, parce que tellement proche du Pakistan, qui lui veut beaucoup de mal, malédiction religieuse, on le sait, évidemment, et puis aussi le poids des traditions. Donc c'est un pays, oui, qui souffre de plusieurs malédictions à la fois, et on ne peut qu'aimer ce pays. Avec la pire des traditions, qui est la tradition de la guerre, parce que quelque part... les Américains viennent de décamper après 20 ans de présence sur place, donc c'est un épisode qui se termine, mais auparavant, il y avait eu encore 20 ans de guerre, et même 30 si on remonte à la chute de la monarchie et au départ du roi Zahir Shah. Donc en fait, ça fait 50 ans que ce pays est dans une guerre en convulsion permanente. Ça fait plus de 50 ans, parce que les Américains ont décampé, les Soviétiques ont décampé. Auparavant, au XIXe siècle, les Britanniques ont décampé, après des défaites militaires coloniales qui ont été les plus cuisantes de leur histoire coloniale. Mais tout le monde, c'est une terre d'invasion, mais personne ne s'est installé durablement. C'est une terre de guerriers. Oui. La guerre, c'est presque un art de vivre et une façon de mourir aussi, bien sûr. Alors, vous avez été un familier du commandant Massoud. Vous aviez noué, en tout cas avec lui, une relation de confiance. Et il vous avait, à votre demande, il avait rédigé un texte qui est paru dans le Figaro Magazine en 1998. C'est un journal où, à l'époque, vous travaillez. C'était un appel à la France. Et évidemment, quand on le relit aujourd'hui, ça a une allure de testament politique. Et c'est ce texte que réédite ce journal. Alors, un mot quand même du journal, du support. Ça s'appelle Placard et Libelle. Vous voyez, c'est une seule feuille de papier qui se déplie ainsi. On peut le coller au mur. On peut lire l'envers. Donc, à l'endroit, vous avez le texte du commandant Massoud et en affiche, vous avez l'explication de texte de notre ami Jean-Marie Montalier qui est venu donc nous expliquer un peu comment était né ce projet, comment il avait été réalisé. Mais c'est une grande idée, c'est la meilleure idée d'édition ou de presse de la rentrée en France, ce texte, ça ne coûte pas cher, ça se glisse dans une enveloppe, on peut le faire comme ça, lire à des amis. Et le sous-titre, c'est de ce Placard et Libelle, c'est le quinzomadaire de la vie intellectuelle. Donc ça paraît une fois tous les 15 jours. 15 jours, oui. Et c'est le retour à la presse de Gutenberg. Exactement. C'est les Dazibao, c'est les samizdat des dissidents. C'est génial comme idée. C'est une idée toute simple. Très belle idée. C'est une idée de Jean-François Colossimo, des éditions du Cerf. C'est une très belle idée.
Et c'est tous les 15 jours, et c'est une réaction à l'actualité, ou pas, mais enfin en tout cas c'est une expression libre. Oui. Alors c'est 20 feuillets, à peu près. C'est une vingtaine de feuillets, oui, à peu près. Donc ça se lit en je ne sais pas combien de temps, 20 feuillets, 1 heure, même pas. Oh non, même même pas. pas, Ouais, moi j'ai lentement. Oui. Bon, 35 minutes. Oui, mais la télévision se fait par des gens, pour des gens qui ne savent pas lire, hein, ou par des gens qui ne savent pas écrire, c'est ce qu'on dit habituellement. Mais ça, c'est la presse du débat et la presse de la liberté. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de l'acheter, en tout cas de le lire. Alors on commence par Massoud. Vous lui rendez un hommage très appuyé. Alors on connaît, parce qu'il y a eu des tas de livres, des tas de documentaires sur Massoud, c'est un héros presque français, on pourrait dire, un héros universel, oui, oui. Le lion du Panchir. Et le témoignage que vous apportez n'est pas du tout en retrait par rapport à toute la gloriole, toute la gloire qui est entretenue autour de sa mort en martyr, justement. Hein. Alors, Massoud, le commandant Massoud, c'est non seulement un personnage que j'ai admiré, mais c'est aussi quelqu'un, s'il m'est permis de le dire, que j'ai aimé. Pour un tas de raisons. D'abord, le personnage lui-même, c'était quelqu'un de très, très intéressant, très intelligent, très courageux. C'était un personnage sorti tout droit d'un roman. Et ensuite, quand on est... Courage physique ? Ah oui, courage physique, courage intellectuel, courage politique, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et courage politique, à la fin de sa vie, un très grand courage politique. Et puis, quand on est journaliste, quand on est grand reporter, on rêve, on a rêvé quand on était petit garçon d'aventure et de choses comme ça. On a lu Joseph Kessel, et le commandant Massoud est un personnage de Joseph Kessel. Il est sorti tout droit d'un roman. Ensuite, je n'ai pas de retrait. C'est un héros. C'est un héros. C'est un héros de roman. C'est un héros de romanesque. Il est terriblement romanesque. En plus, il était très beau. Il était très il a une prestance. Voilà, il a une prestance. Il était séduisant. Donc, il avait tout pour plaire à un journaliste. Alors, évidemment, moi, aucun retrait sur le personnage. J'en parle. Je dis cette admiration. D'abord parce que je pense que quand on est grand reporter, on fait du journalisme de récit. On ne fait pas du journalisme d'information, on ne fait pas une dépêche d'agence. On fait du journalisme de récit, on fait du journalisme narratif. C'est un vieil héritage. Hein, tous les grands reporters font ça. Et là, on perd notre objectivité parce qu'on écrit avec les 5 sens. Et on fait donc ressentir ce qu'on ressent au lecteur. Donc moi, non, aucune objectivité. J'aimais Massoud, j'admire Massoud, je continue à admirer Massoud et je continue à l'aimer, bien sûr. Et je continue à le regretter parce que si on avait lu cette lettre en 1998, vous parliez de testament politique, mais c'est un testament qui est terriblement d'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire que son fils, qui est actuellement dans le Panchir, pourrait écrire mot à mot exactement la même lettre. Oui. Il n'a pas pris beaucoup de rides. Alors on va en parler parce que la situation actuelle en Afghanistan mérite qu'on s'y arrête. Mais restons un instant sur Massoud. Moi, ce qui m'a frappé dans ce que vous en racontez, parce qu'on a lu beaucoup de choses sur Massoud. Moi, je ne l'ai jamais interviewé. Et je l'avais plutôt fui quand il était venu à Paris d'ailleurs. Mais beaucoup de gens en ont parlé. Bernard-Henri Lévy en est soi-disant un ami. Donc il y a aussi on peut avoir quelques réticences à communier dans l'admiration pour un homme si admiré, parce que c'était aussi un fondamentaliste, une sorte de frère musulman qui détestait le fanatisme religieux. Ça, c'est ce que vous expliquez d'abord. Alors, oui. Enfin, que du mépris pour les terroristes et le refus de tout fanatisme. Alors, il a été formé, comme la plupart des Afghans, il a été formé à l'école des frères musulmans. Et quand on s'élevait, quand il était jeune militant, avant l'invasion soviétique, quand on s'élevait ou quand on protestait contre le régime, contre la royauté, ou plus tard, quand on résistait contre le régime communiste, contre l'invasion soviétique, on était formé par les frères musulmans. Massoud, qui lui s'intéressait, avait une ouverture d'esprit assez considérable, petit à petit s'est adouci et il a viré au soufisme. Donc il avait un mépris, mais une détestation pour le fanatisme religieux, pour ce que ça représentait, non seulement pour les Afghans, le mal que ça faisait aux Afghans, parce qu'évidemment les Afghans étaient les premières victimes de ce fanatisme, mais aussi pour l'image que ça donnait de sa religion. Et quand il s'est élevé avec la même puissance, la même ferveur contre les talibans que lorsqu'il s'était élevé contre les soviétiques, en fait ce que j'écris, c'est qu'il n'a pas seulement sauvé l'honneur des Afghans, il n'a pas sauvé seulement l'honneur des musulmans, il a aussi sauvé l'honneur de l'humanité, parce que s'élever contre un fanatisme, quel qu'il soit, c'est quand même sauver l'honneur de l'humanité. Alors, aujourd'hui,
Et puis, non, quand même, il y a un mot, c'est la délicatesse que vous soulignez dans votre texte. La délicatesse de Massoud, sa sensibilité. On savait qu'il avait écrit des poèmes, mais ça va au-delà, en fait. Oui, parce qu'il était. Alors, il aimait beaucoup la France, ça vous le savez. Il aimait Victor Hugo, il aimait la poésie. Il me lisait parfois des poésies qu'on faisait traduire, mais il avait aussi une délicatesse dans la relation, c'est-à-dire qu'il était toujours très attentif quand je le rencontrais, que ce soit au gouvernement, que ce soit chez lui, avec ses enfants, ou que ce soit sur le front, il était toujours très attentif à mon bien-être. Il savait, depuis toutes ces années, par exemple, il savait que j'étais amateur de café, donc il me gardait un petit pot de Nescafé. Oui, quelle horreur. Oui, quelle horreur, surtout celui-là. Mais ça partait d'une bonne intention. Mais ça partait d'une bonne intention, puis il était tellement content que je puisse boire du café, puis moi j'étais tellement heureux de le voir comme ça que je ne lui ai jamais dit que son café n'était pas bon. Mais quand j'étais sur le front en hiver, il me faisait porter des couvertures, il me faisait goûter des fruits, on allait dans son jardin, alors il aimait beaucoup les fleurs, donc on parlait de ses fleurs. Voilà, il aimait aussi, je le rapportais évidemment à chaque fois que j'allais en Afghanistan, j'apportais quelque chose, et j'apportais surtout des livres sur Paris, parce qu'il aimait Paris comme seuls les étrangers peuvent aimer Paris, surtout les étrangers qui ne sont jamais venus à Paris, donc il avait une image très idéalisée de Paris. Et on feuilletait ensemble ces livres. On va dédier cette émission à tous ceux qui aiment la France sans y avoir jamais mis les pieds, mais qui l'aiment d'un cœur pur. Exactement, mais il aimait la France d'un cœur pur, je pense. Et donc on parlait de Paris, mais il me posait tout un tas de questions sur Paris, sur les monuments, sur son histoire, sur les terrasses, sur l'art de vivre. Donc c'était un personnage qui était très généreux intellectuellement, c'est-à-dire qu'il essayait de me faire partager ce pourquoi il se battait. Mais en même temps, c'était une éponge, il s'imprégnait, il posait beaucoup de questions, et pas qu'à moi. Il a évidemment ce qu'on a appelé tous les médecins humanitaires qui ont travaillé avec lui pendant l'invasion soviétique, l'occupation soviétique. Alors, il a eu une mort magnifique, finalement, pour un combattant, il est mort en martyr de la liberté, il est mort assassiné par ces terroristes qu'il méprisait, par ces djihadistes, et il a été immolé par Al-Qaïda juste avant les attentats du World Trade Center, la veille ou l'avant-veille. L'avant-veille, le 9. L'avant-veille. Et donc, cet assassinat, cet attentat, ça répond à un objectif tactique que vous allez nous expliquer, mais aussi c'est un piège pour l'Occident. Alors, l'objectif, il y a un double objectif. Le premier, Ben Laden, qui a trouvé refuge en Afghanistan, qui est accueilli par Mollah Omar, rend service au Mollah Omar en assassinant Ben Laden, puisqu'il supprime le dernier chef de guerre qui résistait encore aux talibans. Donc les talibans allaient pouvoir occuper tout le pays tranquillement. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, puisque Ben Laden, les attentats du 11 septembre, comme tant d'autres plus tard, ont été préparés en Afghanistan, avec Ben Laden, Al-Qaïda et les talibans, sans doute, s'ils étaient dans la confidence, savaient qu'il allait y avoir une opération de représailles. Et il fallait donc tuer le seul relais militaire capable, d'envergure, avant que cette opération de représailles se fasse. Et donc il fallait assassiner Massoud. Mais dans l'esprit pervers de Ben Laden et d'Al-Qaïda, ça va un petit peu plus loin que ça, puisqu'ils se disent les Américains vont envahir l'Afghanistan, opération de représailles, et nous on va déclarer le djihad. Puisque, encore une fois, donc les Américains allaient tomber dans un piège. Vous prêtez à Ben Laden la pertinence ou la vision d'évidence, à savoir que les Américains allaient, comme les Soviétiques en leur temps et comme les Britanniques auparavant, s'enliser en Afghanistan et coaliser contre eux tous les rebelles du pays, finalement, de toutes les ethnies. Alors, tous les rebelles du pays et tous les rebelles... c'est-à-dire que moi, quand je couvrais cette guerre contre les talibans, j'ai vu évidemment des rebelles du pays, donc essentiellement Pashtuns, puisque les talibans sont de l'ethnie majoritaire, qui est Pashtun. Massoud était tadjik. Mais j'ai vu des volontaires philippins, algériens, tunisiens, yéménites. Il y avait des combattants qui arrivaient du monde entier, qui se sont coalisés. Et les talibans, vous ne les considérez pas simplement comme des Pashtuns en colère ? Non, parce qu'ils ont été formés, les talibans. Donc, taliban, c'est un étudiant, c'est un élève. Taliban, c'est le pluriel de Taleb, qui est un élève en religion, donc un séminariste. Mais je pense que ce sont des séminaristes du crime. Et ils sont formés, c'est vraiment une formation idéologique. Ils sont formés dans les... C'est pas simplement l'école coranique. C'est pas simplement l'école coranique, c'est une vieille école. Ils sont issus de l'école des hauts bandits, qui vient
de Deoband, une ville de l'Uttar Pradesh, qui est née au 19e siècle, où on prêchait non pas la haine des Juifs et des croisés, parce que c'était très loin, mais on prêchait la haine des Indiens, puisque les Indiens... La haine du voisin, c'est toujours plus facile quand même. La haine du voisin et la haine du... C'est plus spontané. Voilà, c'est plus spontané. Et la haine de l'occupant britannique, du colon britannique. Puis, quand à l'indépendance du Pakistan, ces écoles indiennes sont allées au Pakistan, dans la zone tribale, où elles ont été petit à petit grignotées par le wahhabisme. Donc c'est un mélange des deux. Mais c'est une formation idéologique, c'est pas seulement des gens en colère. Alors, la question de vérité pour vous, Jean-Marie Montoli, est-ce que vous avez cru au nouveau Moyen-Orient promis par les Américains quand ils ont débarqué en septembre 2001 ? Vous avez cru qu'ils allaient balayer les talibans et qu'enfin on allait pouvoir construire un État neuf ? Non, mais je pense que personne ne l'a cru vraiment à ce moment-là. Personne ne l'a cru. Alors, autre question de vérité, est-ce que vous étiez favorable à l'intervention française ? Non. À aucun moment, ni Yasmine Boldak, ni plus tard. Non, parce que je pense simplement, connaissant un petit peu l'Afghanistan, je crois que les Afghans, et nous peut-être, on devrait se dire qu'il faut arrêter de faire la guerre pour eux. Oui. C'est pas ce qu'ils nous demandent, mais qu'en revanche, on pourrait soutenir ceux qui se battent pour les libertés. Les Afghans qui se battent pour la liberté. C'est juste une différence. 20 ans de guerre, 2000 milliards de dollars, estimation très vague, qui se sont en tout cas perdus en fumée, laissant derrière eux donc des gens qui étaient nos alliés et qui se retrouvent aujourd'hui sous la férule des talibans. Le régime d'Ashraf Ghani était vérolé de bas en haut, depuis totalement corrompu. Oui. Depuis le début de la présence militaire occidentale en 2001, c'est terrible d'ailleurs, parce que vous parliez de 2000 milliards de dollars, il y a des centaines de milliers de victimes, etc. Mais surtout, on a donné aux Afghans une image terrible de la démocratie. Tout est corrompu en Afghanistan. Tout est pourri jusqu'à l'os, du haut au bas de l'échelle. La police l'est, la justice l'est, les ministres l'étaient. Donc on a donné une image terrible de la démocratie aux Afghans, et là, il va y avoir du travail pour rattraper tout ça quand même. La corruption est un véritable poison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Vous avez vu la situation, donc je résume en 2 mots. Le trésor afghan, l'argent de la Banque centrale d'Afghanistan est confisqué et reste aux États-Unis, 9,5 milliards de dollars auxquels les talibans n'ont pas accès. Les banques ont fermé évidemment toutes les lignes de crédit. Les ONG ne peuvent plus travailler. Les États ou les fondations ne peuvent plus envoyer d'argent sur place parce qu'ils redoutent d'être pris à partie par les sanctions américaines, donc de se retrouver devant un tribunal américain et d'avoir à payer des sommes faramineuses. Et donc, les Afghans, privés de tout depuis 3 mois, vivent sur leurs économies et peu à peu donc étouffent. Et on a maintenant une disette qui se généralise. Et les grandes agences des Nations Unies, les grands spécialistes disent qu'il y aura 1 million d'enfants qui risquent de mourir cet hiver et que la situation est catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas se tromper sur ce que sont les talibans. Parce que vous savez, quand les talibans sont arrivés à Kaboul au mois d'août, on a dit, oui, mais enfin attendez, ce sont des nouveaux talibans. Ces nouveaux talibans ressemblent aux talibans de 1996, puisque quand on s'oppose à des talibans, on ne s'oppose pas à des individus, on s'oppose à une idéologie. Et ces fameux nouveaux talibans, aucun d'entre eux n'a renié cette idéologie. Ensuite, s'il n'y a pas d'aide humanitaire, c'est parce que les talibans refusent cette aide humanitaire pour l'instant, en disant on acceptera l'aide humanitaire quand vous nous reconnaîtrez. Donc c'est un petit peu compliqué. On est simplement étonné que le Pakistan, qui est le grand allié des talibans, puisqu'on peut considérer aussi que les talibans, c'est simplement une milice armée par le Pakistan, n'aide pas davantage autrement que par des armes les talibans. Et ensuite, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut aider l'opposition. Il faut aider l'opposition d'une façon ou d'une autre. Alors, est-ce que vous êtes en contact avec le petit chat, le fils de Massoud ? Par ricochet, par des proches... par des proches du fils Massoud Arman. Oui. Ça doit être très difficile d'être un homme ordinaire quand on a eu un père extraordinaire. Ça doit être écrasant, non ? Oui, je pense que ça l'est. Alors, moi, je l'ai connu quand il était petit garçon, donc je n'ai pas vraiment parlé de ça avec lui. Je l'ai connu quand il avait 7 ou 8 ans, et avant. En revanche, c'est ce que dit son entourage. Mais enfin, il a l'air quand même petit à petit de s'imposer, parce que... C'était un député, là. Ces derniers temps, il était élu. Il a grandi. Il avait fondé un parti. Voilà, il travaillait, il s'était investi dans l'éducation nationale, dans l'émancipation des femmes, qui était, vous savez, un des grands combats de son père, qui lui a continué.
Et maintenant, évidemment, il dirige la résistance avec d'anciens proches du commandant. Alors, vous faites de Massoud le portrait d'un démocrate, vous nous parlez d'un islam des Lumières, on a l'impression que c'est un des pères de l'Europe et de la démocratie chrétienne dont vous dressez ainsi le portrait. Et on se demande, en écoutant ce que vous nous dites sur le fils, on redoute qu'il ait pris ce portrait au pied de la lettre, hein, et qu'il se fasse de l'Afghanistan une certaine idée de la Suisse. Hein. C'est ce qu'il veut. D'ailleurs, lui pense que la solution est dans un modèle politique à la Suisse. Avec des cantons. Avec des cantons. Puisque l'une des malédictions de l'Afghanistan, donc on parlait de sa position géographique, de son histoire, mais c'est aussi la multiplication des chefs de guerre et surtout la multiplication des ethnies. C'est un État multiethnique qui se déteste entre eux. Les Pashtuns détestent les Tadjiks détestent les Pashtuns, il y a les Hazaras, les Ouzbeks, les Turkmènes du Nord, etc. Tout ça parle un tas de langages différents, un tas de dialectes différents. Donc une pas entente... la même religion, pas la même ethnie, pas les mêmes codes. Voilà. Chacun chez soi. Il y a quelques chiites. Les Pashtuns qui sont majoritaires ont une lecture de la religion qui est très fondamentaliste, très fanatique. Et rustique. Et l'habitude de tenir le pouvoir. Voilà, et qui fige Oui, ils ont pashtunisé le pays, mais surtout, il y a cette lecture religieuse, il y a cette interprétation religieuse, mais aussi, il y a le Pashtun Wali, qui est donc le code tribal Pashtun, qui est antérieur au Coran et qui est terrible, qui repose sur l'honneur, la vengeance, le sang, etc. Donc, et ça immobilise complètement le pays, il est figé, c'est un pays qui est complètement figé. Donc c'est pour ça que le fils Massoud pense donc une espèce d'État fédéral pour que chacun puisse cohabiter. Alors il est réfugié dans le Panjshir, mais le Panjshir a été conquis. Oui, mais enfin, entre le conquérir et le tenir, il y a quand même une différence. Et puis ensuite, le Panjshir, les montagnes sont profonde et vaste. C'est-à-dire que les talibans ont pris le fond de la vallée. Voilà. Mais ils tiennent pas les montagnes. Voilà, oui. Mais ils tiennent pas les montagnes. Et donc lui vit sur ces hauteurs béantes. Voilà. Et il organise la résistance. Et cette résistance aura un avenir en fonction des alliances qu'elle nourra avec les autres Parce que selon vous, il n'y a aucune possibilité de s'entendre et de cohabiter avec les talibans. Vous ne pensez pas qu'à l'usure, sans protéger Al-Qaïda et en étant dans un dialogue avec les pays de la région, les talibans pourraient apprendre? Non, je ne crois pas, non. Échanger? Non, sincèrement, je ne crois pas. On l'a vu d'ailleurs en 1996, quand ils ont pris Kaboul. La communauté internationale a essayé de discuter avec eux. On a essayé quand même de nouer des relations en pensant qu'aucun pays pouvait vivre au bord de l'humanité. Qu'est-ce qui est devenu l'Afghanistan des talibans à ce moment-là? C'est devenu le premier pays producteur de terroristes, c'est devenu le premier pays producteur de drogue jusqu'à temps qu'on tape du poing sur la table et qu'il s'arrête. Voilà, et qu'il diminue, pas qu'il s'arrête. Ouais. Mais c'est la même idéologie, sur les mêmes personnes. Alors, dans cet appel à la France du commandant Massoud, qu'on trouve donc à l'envers de ce placard et libelle, mais ce serait dommage de le coller à un mur parce qu'on perdrait la moitié de l'ouvrage. On en acheter deux, comme ça on peut coller. C'est bien, mais vraiment c'est bien. Hein. Je ne dis pas ça pour flatter mon invité, c'est une initiative intéressante. J'y reviens donc dans cet appel. Le commandant Massoud dresse un véritable réquisitoire contre le Pakistan, qui manipulerait les uns et les autres, qui jouerait avec les Afghans comme on joue avec des cubes, pour garder la profondeur stratégique, etc., etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les services secrets pakistanais sont aussi influents en Afghanistan, qu'ils sont toujours à la manœuvre et qu'ils représentent un danger qui n'a pas faibli? Alors l'ISI, donc les services secrets pakistanais, je pense qu'en Afghanistan, ils sont plus puissants que jamais. Les talibans étaient à peine installés à Kaboul à la mi-août que les généraux et les services secrets pakistanais étaient là. Donc oui, les Pakistanais ont créé, après avoir soutenu d'autres milices quand même extrémistes, avant les talibans, avant 94, 95 et 96, il existait un autre groupe combattant qui s'appelait le Hezb Islami de Gulbuddin Hekmatyar, surnommé le boucher de Kaboul, qui était armé, financé, entraîné par les Pakistanais. Sauf que la multiplication des crimes de guerre sans résultat probant, puisqu'ils ne tenaient pas Kaboul, a fini par fatiguer les Pakistanais, qui l'ont lâché, et ils ont donc créé cette nouvelle milice des talibans. Les talibans, c'est une milice armée du Pakistan, une milice afghane, armée, financée et au service du Pakistan. Oui, bien sûr.
Donc rien ne pourra se faire Non. sans Non. passer par le Pakistan. Hein. Non, d'ailleurs, c'est un petit peu l'erreur qui date de 1979, puisque quand les Russes ont envahi, décembre 1979, les Russes envahissent l'Afghanistan. L'Occident voit là une occasion de déstabiliser un petit peu le bloc soviétique. On est en pleine guerre froide, ne veut pas non plus s'engager sur le terrain et délègue sa politique afghane au Pakistan. Fatale erreur. Fatale erreur, et le Pakistan, évidemment, soutient les milices pashtunes les plus extrémistes, dont celle de Gulbuddin et Matia. Quand on regarde dans le rétroviseur, on voit à quel point les experts se sont trompés et c'est une formidable leçon d'humilité. Placard et libelle, commandant Massoud, l'appel à la France, avec cette préface, comment on peut dire, cette présentation Introduction, de présentation. Jean-Marie Montely. Ça se trouve dans toutes les librairies, dans quelques kiosques aussi, hein, dans les journaux. Et ça peut s'acheter évidemment, en écrivant donc aux éditions du Cerf. Merci à tous, merci à vous d'être venus jusqu'ici. Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure.